Mon associé sur la gestion locative, un jour, il me dit « Jérémy, t'es sympa, mais toi, quand t'as créé Kianeos, t'as pensé aux 6 premiers mois de vie de l'immeuble, c'est-à-dire l'acquisition et la rénovation. T'as pas pensé aux 20 ans qui suivent de la gestion locative. » Mais il a raison. Là, moi, j'ai des problèmes d'humidité dans mon logement, il y a un peu de moisissure, il y a mon fils, il a de l'asthme. Soit tu gères, soit on part au tribunal. Bonjour à tous, je suis Clément Renaud, le fondateur de Louvinvest, la meilleure plateforme pour investir en SCPI. Et aujourd'hui, je reçois Jérémy Rouzeau. Bonjour Jérémy. Bonjour Clément. Tu es le président et fondateur de Kianeos. Et aujourd'hui, on va discuter, après avoir parlé de l'acquisition de biens immobiliers, puis de leur rénovation, on va discuter de leur gestion locative. Alors tu es évidemment un expert, tu as également une branche dédiée désormais à la gestion locative qui a plusieurs milliers de lots en gestion, il me semble. Absolument, effectivement. Kianeos, maintenant, c'est un groupe. On a démarré au début donc, avec Kianeos AM, qui gère des SCPI. La principale SCPI, c'est la SCPI Kianeos Pierre. Au début, donc, on déléguait la gestion locative à des agences locales, comme les travaux. On travaille avec des artisans locaux, des petites PME, etc. Et le problème, c'est qu'à force de grossir, des agences locales, on en a eu jusqu'à 60. Et donc, c'était compliqué pour faire l'agrégation de données pour nos rapports réglementaires. Et puis après, il y en avait dont on était très content, d'autres dont on était moins content. Donc, en 2022, avec mon associé, Pierre Douminge, qui s'occupe de cette filière-là, on a créé Kianeos Gestion, qui s'occupe de la gestion locative. Puis, on va en discuter dans cette vidéo. Il y a une troisième entité du groupe qui est accolée à la deuxième, qui est l'activité de dépannage et de maintenance, pour essayer d'intervenir rapidement sur ces problématiques-là auprès de nos locataires. Et là, Kianeos Gestion, vous avez combien de milliers de lots en gestion ? On a dépassé les 4000. Ok, ce que j'aime bien avec toi, c'est que les chiffres sont toujours dantesques. 60 agences locales, qui a essayé 60 agences locales? Personne à part Jérémy Rouzeau. Et qui a plusieurs milliers de lots sous gestion? Personne à part Jérémy Rouzeau, donc super. Et c'est top parce que ça nous permet de commencer avec la première question. Quand quelqu'un fait un achat immobilier, une des premières questions qu'il va se poser finalement, c'est est-ce que j'assure la gestion locative tout seul ou est-ce que je la délègue à une agence? Qu'en penses-tu ? Alors, j'en pense une première chose, c'est que le métier de la gestion locative est devenu un métier avec une certaine complexité juridique. Et on a eu fait par le passé, toi et moi, une vidéo sur la question des travaux, où en fait la conclusion c'était un petit peu quand même que les travaux c'est complexe, les travaux de rénovation. Et ben en fait j'aurais tendance à dire un peu la même chose. La gestion locative, quand tout va bien avec ton locataire et que tu as juste à encaisser tes loyers et changer un chauffe-eau quand il est cassé, il n'y a pas de problème. Quand tu commences à avoir quelques complexités, type un jour il y a un peu de moisissure, ou type un jour il y a un impayé, ou des choses comme ça, ou bien alors on en reparlera je pense plus loin, il s'en va après avoir fait quelques, pas forcément des grosses dégradations, mais des petites dégradations, tu te rends compte qu'en fait ça touche à des lois qui sont très encadrées, et donc tu as une certaine complexité juridique. Donc la première chose que je dirais, c'est que déléguer la gestion locative, en fait, c'est déjà reconnaître que c'est un métier qui est complexe et on a besoin d'une personne qui est spécialiste là-dedans pour être accompagnée. La deuxième chose que je dirais, c'est que ça prend du temps de faire de la gestion locative. Et donc là-dessus, moi, ce que je dis souvent quand on me pose la question, c'est soyez honnête envers vous-même. Dites-vous, ok, j'ai délégué la gestion locative, j'ai économisé, je dis n'importe quoi, 100 € par mois, d'accord, parce que j'avais 2000 € de loyer, et puis il me prenait 5% et ça faisait 100 € par mois. Si ça vous a pris 5 heures par mois, finalement, en fait, vous êtes créé un deuxième boulot où vous êtes payé 20 € de l'heure, 5 heures par mois. Et donc, dites-vous, est-ce que quand vous placez votre argent, vous avez envie de vous créer une activité professionnelle complémentaire avec un salaire complémentaire, ou bien est-ce que vous avez juste envie de placer de l'argent ? Voilà, c'est aussi simple que ça. Et la question qui se pose aussi, j'imagine, c'est un peu, comme tu dis, le temps et peut-être la multiplication. Si vous avez un bien, peut-être que c'est jouable. Si vous en avez 10, 15, 20... peut-être que ça devient totalement impossible de suivre des biens partout en France, quoi. Alors, effectivement, souvent, les gens, quand même, j'ai l'impression, investissent à proximité. Encore que je ne sais pas, tu connais mieux que moi. Mais oui, effectivement, quand tu as un bien, il y a d'autres sujets. C'est que souvent, tu vas être en copropriété dans un immeuble, donc tu vas avoir des relations avec le syndic. Ça aussi, on en a eu parlé, toi et moi, par le passé, dans une vidéo sur les acquisitions. Et là, du coup, je ne peux que vous souhaiter bon courage pour échanger avec votre syndic. Tout le monde connaît mon avis sur le sujet. Et alors, attends, parce que moi, j'ai une question plus spécifique par rapport aux agences. C'est que je comprends cette idée de le faire soi-même versus le déléguer. En revanche, dans mon expérience personnelle, j'ai eu honnêtement que des très mauvaises expériences avec des agences de gestion locative. Et donc, il y a l'enjeu évidemment de le faire soi-même. On peut se dire que ça coûte un prix. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a un autre coût caché qui est que si l'agence le fait mal, en fin de compte, ça veut dire aussi être moins bien loué, moins souvent, et donc réduire fortement la renta. Donc, il n'y a pas que les frais qui sont ponctionnés, il y a aussi finalement toute la perte d'opportunité. Toi qui as bossé avec 60 agences locales, sans citer de nom, l'idée c'est pas d'aliéner des personnes, mais est-ce que ton expérience était en moyenne bonne avec les agences de gestion? Alors je vais te dire plein de choses là-dessus. La première chose, c'est qu'on en a gardé 5.
Ok. Donc tu vois, chez Keneos, là-dessus, c'est là, alors du coup, je vais m'auto-congratuler, mais c'est vrai, on en a gardé 5. On en a gardé 5 parce qu'on pense qu'aujourd'hui, ils sont au moins aussi bons, si ce n'est meilleurs, que l'entité qu'on a créée. D'accord. Donc du coup, nous, l'AMF nous dit, vous devez gérer dans l'intérêt des porteurs de parts. Ben, on gère dans l'intérêt des porteurs de parts. Voilà. Mais donc du coup, ça te donne le ratio. Sur les 60, il y en a 5 qu'on a gardés. D'accord. Mais par contre, le jour où on pense qu'on sera meilleur qu'eux, bah, du coup, on leur dira, on était content de bosser avec vous, mais maintenant, on pense qu'on est meilleur qu'eux. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans le monde de la gestion locative, il y a deux mondes. Il y a les gros acteurs qui ont une emprise nationale, et il y a les petits acteurs qui ont une emprise locale. Parmi les petits acteurs, ceux qui gèrent 100, 150, 200, 250 lots, sur une ou deux villes, c'est un métier complètement différent qu'un gros acteur qui va gérer des milliers, voire des dizaines de milliers de lots. Keneos, je crois que je le disais, on gère 4 000 et quelques lots. On fait déjà partie des plus gros acteurs de la gestion locative. En fait, en France, tu as 3 mastodontes, je n'ai pas besoin de les citer, tout le monde les connaît. Et puis après, tu en as 5 ou 6 gros acteurs régionaux, donc Keneos Gestion fait partie. Et puis après, tu as toute une palanquée de petits acteurs locaux. Les petits acteurs locaux, j'ai une amie qui s'est lancée, qui a créé son agence, elle gère 150 lots, elle connaît tous les appartes, elle connaît tous les locataires, c'est elle qui fait la compta, c'est elle qui fait les attraits des lieux, je veux dire, tu l'appelles, voilà. Nous, la problématique qu'on a chez Keneos, je le disais tout à l'heure, c'est qu'il y avait un moment, on a beaucoup d'obligations réglementaires, de rapports réglementaires à faire, donc du coup, il fallait un acteur national qui soit capable d'agréger les données. Mais alors du coup, tu es complètement sur un autre modèle. Donc quand tu es sur un modèle d'acteur national, tu as des gens au siège qui font l'administratif, la gestion locative, la compta, l'encaissement des loyers, etc., qui répondent au téléphone. Et tu as des gens, alors nous c'est notre modèle, qui sont sur site parce qu'on veut garder cette proximité avec les locataires. Comme les maîtres d'œuvre sont en région proche des travaux qu'ils font, bah, on a des chargés de location qui sont proches des locataires, qui parlent aux locataires, qui font les états des lieux entrants, etc. Et donc ça veut dire que pour un lot, tu as plusieurs interlocuteurs. Tu as le comptable d'un côté, gestionnaire locatif, chargé de location. Et donc, ça veut dire qu'il y a des informations qui doivent transiter. S'il y a un impayé, il faut que le gestionnaire soit au courant, il faut que le chargé de location soit au courant. Et ça, l'info, elle est chez le comptable. S'il y a un problème avec un dégât des eaux et que le gestionnaire est en train de mandater un artisan, bah pareil, c'est bien que le comptable le sache aussi, parce que peut-être que du coup, le locataire, il n'a pas payé parce que bah, il n'est pas content, il y a un dégât des eaux, et donc ça ne sert à rien de lui coller un huissier. En fait, ce qu'il faut faire, c'est faire les travaux pour qu'il soit content et mettre en place un apurement. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, parmi les gros acteurs, je pense que c'est là où il y a le plus d'insatisfaction, parce que je pense que c'est cette partie-là du métier qui n'a pas été, alors je vais me faire des ennemis, mais qui n'a pas été suffisamment bien adressée en France aujourd'hui. Et je ne vous cache pas qu'on a de très grandes ambitions chez Keneos. La première, c'était d'être capable d'inventer un modèle qui permette de réorienter l'épargne des particuliers vers la rénovation des bâtiments. La deuxième, c'était d'être capable de faire de la rénovation avec un haut niveau de performance énergétique. Donc ce côté participer à la transition énergétique, rénover des logements. Voilà, ça, ces 2 premières étapes, je pense qu'on les a plutôt réussies. La troisième étape aujourd'hui, c'est d'être capable de créer un acteur national qui a réussi à adresser ce sujet de la gestion locative avec, à la base du métier, l'humain, c'est-à-dire à être capable de parler aux locataires, de comprendre ses problématiques et d'y répondre le plus rapidement possible. Je ne te cache pas en toute transparence, Clément, qu'aujourd'hui, on n'est pas 100% satisfait. Et d'ailleurs, on n'est pas ouvert à des clients externes aujourd'hui. Aujourd'hui, on se concentre sur s'améliorer et gérer les actifs de Keneos AM. Le jour où on sera très bon et très satisfait de ce qu'on fait, on se posera la question de se dire, bah tiens, on pourrait faire de la gestion locative pour des clients externes. Voilà. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Comme ça, je ne sais pas si c'est possible à quantifier, mais entre une bonne agence de gestion locative et une mauvaise, est-ce qu'on peut quantifier l'impact sur le rendement ou c'est beaucoup trop complexe? Énorme. Énorme. Non, mais moi, quand j'ai commencé les investissements immobiliers, on m'a dit, choisis bien tes agences, la bonne va te permettre d'optimiser ton rendement locatif. C'est complètement faux. La gestion locative fait le rendement locatif. Mon associé sur la gestion locative, un jour, il m'a piqué. Il me dit, Jérémy, t'es sympa, mais toi, quand t'as créé Keneos, t'as pensé aux 6 premiers mois de vie de l'immeuble, c'est-à-dire l'acquisition et la rénovation. T'as pas pensé aux 20 ans qui suivent de la gestion locative. Mais il a raison. Moi, je veux dire, j'aime d'ailleurs quand les gens avec qui je bosse, ils me disent « Jérémy, t'es un abruti, t'as pas pensé à ça ». Moi, je veux dire, j'aime pas les gens qui me disent « Jérémy, t'es trop fort ». Je veux dire, on s'en fout de ça. Mais les gens qui me disent « Tu vois bien qu'il y a un truc, là, t'es complètement passé à côté », ça, j'aime. Après, on en discute, on en essaye. Et donc, du coup, c'est là où j'ai la chance qu'avec cette personne, on est aligné sur tout. On est aligné en particulier sur l'humain. Sur plein de parties, il est exceptionnel, mais sur la partie humaine, il n'a pas d'égal. La quasi-totalité des SCPI, je crois, à part Keneos, font de l'investissement tertiaire. Absolument. Mais je veux dire, tu loues des commerces, tu loues des bureaux, etc., ça reste du monde professionnel. Quand tu loues des logements, c'est là où tu vas te coucher le soir, c'est là où tu vas vivre. Je veux dire, c'est une partie humaine. Il y a des fois des locataires qui nous appellent, nous disent, et puis nous mettent en demeure, comme je disais, la partie juridique. Ils nous disent, bah attends, là, moi, j'ai des problèmes d'humidité dans mon logement, il y a un peu de moisissure, il y a mon fils, il a de l'asthme. Soit tu gères,
soit on part au tribunal. Tu vas se dire, c'est vraiment... donc, la vie des gens est vraiment impactée de manière hyper forte. Il faut qu'on réalise ça. Et puis après, c'est un peu l'idée du groupe Kianeos, c'est-à-dire on n'est pas focus sur les bénéfices de ce groupe. Il faut gagner de l'argent parce qu'il faut que les salariés soient bien payés, il faut qu'ils aient des primes, il faut ci, il faut ça. Mais je veux dire, c'est pas notre leitmotiv. Notre leitmotiv, c'est de faire notre boulot correctement et de réussir à massifier la rénovation et à gérer les logements correctement. Si on fait tout bien correctement, après on gagnera de l'argent. Mais c'est pas notre leitmotiv numéro 1. Donc l'agence de gestion locative, si vous la choisissez, faites très attention. Ça peut être vraiment de la cata à l'exceptionnel. Et moi, effectivement, je dirais, je ne vais pas me faire des amis, mais aller chercher le petit acteur local, la petite agence, où ils sont peut-être un ou deux à gérer un petit portefeuille de 200, 300, 400 lots. Ouais, moi, j'aurais tendance à dire, n'allez pas chercher le mastodonte, où quand vous rentrez, vous voyez des gestionnaires qu'on décerne jusque-là, qui vont gérer des milliers de lots, et avec des salariés qui sont pressés comme des citrons. Parce que le problème de la gestion locative en France, c'est que comme les gens ne sont pas très satisfaits, ils ne veulent pas payer cher. Mais du coup, comme tu ne payes pas cher, tu es sous-staffé. Comme tu es sous-staffé, tu fais du mauvais boulot. Et en fait, il y a un moment, il vaut mieux payer un peu plus cher et avoir des gens qui vont gérer, comme tu le dis, un peu mieux parce qu'ils seront staffés correctement. Ouais, soyez pas la ligne 2412 d'un fichier Excel chez un énorme gestionnaire. Moi, je connais, encore une fois, on ne va pas les citer, mais des confrères plutôt sur de la SCPI fiscale qui me disent « Ah, nous, on a négocié un tarif de dingue avec le gros acteur national. » Puis du coup, au final, tu regardes leur taux d'occupation financier et tu dis « Ah ouais, en fait, c'est le stagiaire. » Ça se voit, ouais. Mais non, mais c'est le stagiaire qui gère ton parc. Mais non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que si à un moment, tu te payes pas pour faire de la gestion, du coup, je te paye pas cher, c'est le stagiaire qui gère. Tu sais, je crois qu'en anglais, on dit payer des cacahuètes, vous aurez des chimpanzés, un truc comme ça. Ah voilà, je ne savais pas, mais c'est ça. C'est la même chose. Il n'y a pas de miracle. Deuxième élément dont on voulait parler, c'était les charges locatives qui peuvent avoir un impact énorme. Est-ce que tu peux revenir sur finalement, déjà dans un premier temps, c'est quoi les charges locatives? Qu'est-ce que tu inclus là-dedans? Quels sont peut-être les risques ou les choses à éviter pour se retrouver finalement sous l'eau à cause des charges? Ça, c'est très intéressant et ça fait partie des trucs sur lesquels, quand on a commencé Kianeos, on n'a rien compris. Qu'est-ce que c'est les charges? C'est tu loues un appartement, un P2 de 40 mètres carrés, tu loues 450 € hors charge et en plus, tu vas avoir 30, 40 € de charge. Ces charges, c'est le propriétaire qui va les encaisser chaque mois parce que chaque mois, lui, il va payer le ménage des parties communes, l'électricité des parties communes, l'entretien des espaces verts s'il y en a. Et puis après, il y a d'autres choses qui peuvent aller dans les charges. Par exemple, souvent dans les immeubles, tu as un compteur d'eau général et après, tu as des sous-compteurs. Donc, du coup, tu vas leur mettre des provisions, par exemple 20 € par mois pour leur consommation d'eau. Puis, tu peux aussi avoir du chauffage collectif. C'est-à-dire que tu as une grosse chaudière gaz ou fuel ou peu importe. Et puis après, derrière, tu vas avoir, ou pas, mais normalement, c'est obligatoire, des sous-compteurs calorifiques pour regarder qui a consommé combien de chauffage. Et donc, du coup, pareil, tu répercutes les coûts. Là, pareil, je peux vous donner des chiffres. Je pense que c'est intéressant. Un immeuble qui est plutôt bien entretenu, avec du ménage, entretien des espaces verts, compteur électrique, etc., les charges, c'est à peu près 8% des loyers. Ça, c'est dans les petites villes de province, là où on est sur des loyers à 10 € du mètre carré. Si tu es à Paris à 20 € ou 30 € du mètre carré, je pense que les charges, ça sera plutôt 5%, on va dire. Ça, c'est un immeuble qui est plutôt bien entretenu. Nous, c'est notre métrique chez Kianeos, entre 8 et 10%. 400, 450 €, avoir 40 € de charge par mois, c'est à peu près cohérent. Ça, c'est vraiment juste la base. Si tu rajoutes l'eau, du coup, un appartement standard 40-60 mètres carrés va payer peut-être entre 15 et 25 € d'eau par mois. Et là, le problème, c'est si tu rajoutes le chauffage collectif, rapidement, voire très rapidement, tu peux avoir 100 € par mois. Donc, on va parler du premier problème. Le premier problème, c'est que la loi t'impose de mettre ton loyer charge comprise. Et là, on parle quand tu mets sur Se Loger, ou le Bon Coin, sur un site quelconque. Voilà, c'est ça. Le Bon Coin, aujourd'hui, a une énorme part de marché, on ne va pas se mentir. Je suis un locataire, je cherche à louer un P2 de 40 mètres carrés avec une chambre. Et je me dis, mon loyer max, c'est 500 € par mois. Donc là, tu as une première problématique, c'est que si toi, tu te dis, je vais louer mon appart 450 € et que tu avais 40 € de charge, donc c'est-à-dire que tu avais l'entretien courant, comme je l'ai dit. Tu arrives à 490 €, tout va bien. Tu rajoutes l'eau, tu arrives à 510. Donc du coup, déjà, ceux qui s'étaient bloqués à 500, ça s'arrête. Mais tu gardes ceux qui s'étaient bloqués à 550. Tu rajoutes le gaz, le chauffage, tu arrives à 610. Là, du coup, tu as perdu ceux qui sont bloqués à 500, tu as perdu ceux qui sont bloqués à 550, tu as perdu ceux qui sont bloqués à 600. Tu en as perdu beaucoup. Les locataires ne réalisent pas forcément le fait que avoir son chauffage électrique ou avoir un chauffage qui est dans les charges, c'est la même chose. Première chose, d'accord? Si tu es obligé de ramener ton loyer à 500 ou 550 € pour pouvoir le louer et qu'effectivement, tu avais 40 € de charge plus les 20 € d'eau, plus les 100 € de charge, ça fait 160. En fait, du coup, tu fais 550 moins 160. Ton loyer hors charge, ce qui rentre vraiment dans ta poche, c'est plus que 390. Et donc, du coup, par rapport à là, ce que tu visais au début de 450, ça fait un gros écart. On est d'accord, ça fait 12-13% de rente en manque. Donc c'est énorme. C'est énorme. Et puis après, tu as le deuxième problème pour le chauffage, qui est que quand tu as du chauffage collectif, même si tu mets des compteurs calorifiques,
Et bah, du coup, tu vas avoir l'entretien de la chaudière. Alors ça, du coup, tu peux le mettre dans un poste à part. Mais tu as aussi le fait que tu as ton tuyau en fait, qui va apporter l'eau chaude. Donc imagine, tu as un immeuble, je sais pas, 4 étages. Donc du coup, tu as ton tuyau d'eau chaude qui monte. Il va passer au premier, deuxième, troisième et quatrième étage. D'accord. Celui du quatrième étage, il a toujours chaud parce que la chaleur monte. Celui qui est au premier étage, il a toujours froid. Ça, tu peux pas le compter. D'accord. Et puis après, la deuxième chose, c'est celui du deuxième étage. Peut-être il a coupé tous ses radiateurs. Du coup, son compteur est à 0. Mais comme tu as le tuyau d'eau chaude qui passe, et ben, du coup, ça chauffe un peu. Et donc, du coup, tu te rends compte que quantifier la vraie consommation, c'est extrêmement difficile. Tu as la deuxième chose qui est celui qui se dit bah, tiens, si je me chauffe à 25, on va plus consommer. Mais c'est tous les locataires de l'immeuble qui vont partager. Et donc, du coup, tu as plutôt tendance à te chauffer un peu plus parce que tu dis bah, mon surcoût, il est mutualisé. Tu n'en auras aucun qui va se dire bah, tiens, je vais me chauffer à 15. Parce que du coup, l'économie, elle est mutualisée. Moi, mon constat, c'est qu'on vit dans une société assez individualiste, je veux dire, on ne va pas se mentir, où le chauffage collectif n'est pas du tout adapté. Parce que du coup, tu te rends compte que même si une chaudière collective est plus performante qu'une somme de chaudières individuelles, les déperditions sur les tuyaux plus la manière de consommer du consommateur, et ben en fait, font que tu vas consommer beaucoup plus d'énergie. Et nous, tu sais qu'Ianeos, l'idée de base, c'est l'écologie. C'est de se dire, on veut des bâtiments qui consomment moins d'énergie pour la transition énergétique. Donc, on isole, on met des pompes à chaleur, etc. Pour des raisons financières et des raisons environnementales, le chauffage collectif, il faut arrêter. Donc, en fait, pour un investisseur, c'est rigolo parce que ça me fait penser à 2 trucs. Ça me fait penser à, tu sais, quand tu vas au resto et que tu dis en amont, en fait, on va tout séparer en 5. Bah, évidemment, il y a le mec qui va prendre le homard et tout le monde est la purée, mais pourquoi est-ce qu'il a pris ça, quoi ? Le gars, il exagère. Le deuxième élément, c'est que c'est rigolo parce qu'en fait, ce que tu viens de décrire me semble être, mais peut-être que c'est un biais trop fort, être une critique absolue de tout système socialiste, en fait. C'est-à-dire que tu es en train de dire que la nature humaine est tellement, enfin, ou en tout cas, est faite de telle sorte que si on mutualise les coûts, en fait, personne n'a d'intérêt à l'efficacité. C'est ça un peu que tu décris au fond. C'est un peu terrible en vrai de le voir comme ça, mais... Alors moi, je t'aurais dit non, pas du tout, parce que tu sais pas qui tu as en face de toi quand tu dis une critique du socialisme. Mais par contre, mais je sais bien, c'est pour ça que je me permets ça. Parce que... Non, mais par contre, ce que je pense, c'est une critique de la société actuelle où les gens sont individualistes. Et je pense que c'est plutôt le capitalisme qui pousse à l'individualisme. Mais donc du coup, d'aucuns diraient que c'est l'inverse, c'est vrai que le capitalisme est calqué sur les... Mais quoi qu'il en soit, sans rentrer dans le débat bien politique... Sûr. Non, mais c'était mais j'ai bien compris la boutade, mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que c'est pas adapté. C'est pas adapté aujourd'hui. Et alors, pour un investisseur, en tout cas, tu veux dire, pour un investisseur, n'achetez surtout pas du chauffage collectif, en fait. Ne mettez pas du chauffage collectif. Non, parce que du coup, là, j'allais arriver au dernier niveau. Okay. C'est qu'en fait, il y a un moment, tu peux faire un calcul. C'est-à-dire que nous, et là, c'est vraiment un calcul que je pousse très fort depuis 2 ans chez Kianeos, et je pousse très très fort parce que tout le monde n'est pas d'accord avec moi, mais de dire, OK, il y a 20 € de charge par mois relative à l'eau. Combien ça me coûte d'individualiser les compteurs d'eau ? C'est-à-dire de faire les travaux pour qu'au lieu d'avoir un seul compteur général, si j'ai un immeuble avec 8 appartes, j'ai 8 compteurs et chaque locataire prend son compteur. Combien ça me coûte ? Si ça me coûte, je te donne un exemple, 1 000 € par compteur. J'avais 20 € de charge par mois, 240 € de charge par an. Et donc, du coup, le fait de dépenser 1 000 € va me permettre de louer 20 € plus cher, parce que du coup, le locataire, il va pas vraiment regarder s'il y a l'eau ou pas dans les charges. Et du coup, en fait, je suis en train de faire un investissement à 24% de rentabilité. Donc là, je t'ai pris l'exemple de l'eau, mais en fait, tu peux faire un peu le même genre de calcul avec le chauffage. Et en fait, tu arrives à des résultats où tu te dis, OK, ça me coûte 100 000 € de passer d'une chaudière collective gaz à un chauffage individuel électrique, mais en fait, c'est rentable sur le long terme. C'est-à-dire une fois que les locataires ont tourné, que les loyers sont adaptés, etc. Parce qu'au moment où tu vas les passer du collectif à l'individuel, eux, ils sautent au plafond. Ils disent « Ah, génial, au lieu d'avoir 150 € ou 180 € de charge par mois, j'en ai plus que 40 ou 50. Et puis après, je peux gérer... » Mais non, mais ils sont contents aussi. Je peux gérer moi-même ma consommation d'électricité. C'est-à-dire, si j'ai envie de me chauffer moins pour consommer moins, et du coup, je le fais. Les locataires sont hyper contents de ça. Mais c'est un calcul qui se fait, qui est un calcul mathématique tout bête. Par contre, il faut être d'accord pour réfléchir à ça un petit peu sur le long terme. C'était le sujet d'une vidéo qu'on a fait sur la partie acquisition, qui est de se dire la rentabilité qui nous intéresse, c'est pas forcément celle d'aujourd'hui, c'est la rentabilité sur le long terme. Donc toi, il t'arrive parfois d'acheter des immeubles de rapport ou un immeuble qui pourrait avoir un chauffage collectif et de le transformer en chauffage individuel. J'ai fait ma tête dure chez Kianeos. C'est-à-dire que maintenant, en comité d'investissement, j'ai dit fini de jouer. Si vous me présentez, parce que je suis le responsable du comité d'investissement, donc du coup, on valide les acquisitions, c'est collégial. Mais voilà. Mais bon, j'ai un peu le privilège du patron, on va pas se mentir. Mais bon, il y a des fois, on n'est pas d'accord, on vote, c'est collégial. Mais par contre, là, clairement, la directive, c'est fini de jouer. Si vous me présentez un immeuble en comité d'investissement avec chauffage collectif, vous me le présentez avec le budget travaux qui inclut les frais d'individualisation du chauffage. Sur l'eau, on peut discuter. Mais le chauffage collectif, c'est mort. Ouais.
Parce que encore une fois, c'est un sujet sur lequel les intérêts sont alignés. Les intérêts financiers et les intérêts du locataire, je le répète, je ne crois pas qu'on vive dans une société où on peut mutualiser le chauffage. On est dans une société où il faut l'individualiser, chacun gère sa conso. Et puis après, on est là pour parler de gestion locative, va faire des régules de charge sur une consommation d'eau, t'en parles avec n'importe quel syndic, à des assemblées générales de syndics, tout le monde se bat en disant « Ah mais comment ça se fait que toi, tu as consommé que 20 mètres cubes cette année alors que moi, j'en ai consommé 150 Ça veut dire que tu m'as piqué de l'eau, je suis sûr que le compteur, tu m'as piqué il est à moitié branché sur le mien. » Non mais c'est ça. Et avec les locataires, c'est les mêmes sujets. Et comme on y revient, nous, notre objectif, c'est d'avoir de bonnes relations avec nos locataires, t'as pas envie de faire des régules de charge, puisque ça, on n'en a pas parlé. Les régules de charge, c'est quoi? C'est qu'à la fin de l'année, tu regardes combien tu as encaissé sur les provisions sur charge, combien tu as payé pour le ménage, l'électricité, l'eau, le gaz, etc. Et puis après, tu fais ta répartition. Alors, tu as plusieurs manières de faire la répartition. La plus standard, c'est à la surface. Et puis après, tu regardes si tu as plus encaissé que ce que tu as payé. Et soit tu rembourses le locataire, soit tu... Voilà. Souvent, malheureusement, comme les prix augmentent, les prix de l'électricité, les prix du ménage, etc., tu dois lui faire un rappel complémentaire. Je te fais pas un dessin. Si tu le rappelles beaucoup, il n'est pas content, le locataire. C'est évident. Après, ceci dit, c'est normal aussi parce que pas mal de gens vivent finalement avec un budget assez serré et tout à coup, devoir débourser 150 euros non prévus, c'est énorme. Exactement. Ok, donc ça, c'est hyper intéressant. Point d'action extrêmement précis. Et ça a un impact de dingue sur la rentabilité. Imagine que ton locataire, tu lui as facturé 600 euros par mois ou 500 euros par mois, c'est-à-dire 6 000 euros par an. Et tu lui fais une régule de charge de fin d'année de 300 euros. Du coup, il ne peut pas te les payer, tu négocies, tu fais un geste, tu sais pas, etc. C'est 5% de ta rentabilité. Hyper intéressant. Et là, tu vois, dans tout ce qu'on s'est dit sur la gestion locative, c'est que des trucs qui avaient un impact très important sur la rentabilité. Ouais. Tout à l'heure, on disait au niveau de l'eau, du chauffage, etc., c'est 12-13% de la rentabilité. Au niveau des régules de charge, c'est 5-6% de la rentabilité. Mais tu mets tout ça bout à bout, tu peux arriver à un quart ou un tiers de ta rentabilité. À la base, ce que je te disais, une bonne gestion locative, ça te fait la rentabilité de l'immeuble. Ça ne te l'optimise pas, ça te la fait. Moi, ma conviction, c'est qu'il faut des professionnels pour faire ça. On a 37 personnes sur la gestion locative. Elle est devenue plus grosse que Kianéos AM, la société de gestion locative. Après, ça ne m'étonne pas, avec des milliers de lots, ça doit être un travail titanesque. Mais oui. Ok, il y a un autre élément qui est hyper impactant et qui pourtant est souvent négligé, je trouve, dans les business plans qui peuvent être faits par des gens qui souhaitent investir en immobilier locatif. C'est l'impact du turnover, à la fois les dégradations dont on parlait, et également le simple fait de parfois avoir un petit peu de vacances. Qu'est-ce que tu peux nous en dire et comment est-ce qu'on peut l'optimiser quand on fait un achat? Le turnover, j'ai tendance à penser qu'il est plus faible sur les grandes surfaces que sur les petites surfaces. J'ai tendance à penser qu'il est plus faible quand tu traites bien tes locataires et que tu as des chouettes appart. Le turnover moyen en France, il y a un gros promoteur immobilier qui a vendu sa filière administrateur de biens en début d'année dernière. Et donc, du coup, il a donné toutes les stats. Et lui, il était avec une durée moyenne de bail de 3,2 ans. Okay. Ça faisait 33% de turnover à peu près. Et je ne sais pas quelle est la moyenne en France, mais je pense que c'est à peu près ça. Et on a une idée de la durée moyenne lors d'un turnover pendant laquelle il y a une vacance locative. Peut-être qu'il n'y en a pas d'ailleurs du tout. Je sais pas. Alors, juste pour finir là-dessus, parce que j'allais me faire un peu de pub, donc quand même ça vaut le coup. Chez Kianéos, en 2024, le turnover, c'est 15%. Moi, je me dis, c'est des chiffres qui ne mentent pas. Ça veut dire que quand même, on fait des chouettes appart et qu'on n'est pas parfait sur tout. On a plein de points d'amélioration. Mais si tu te dis que la moyenne française, c'est 30, alors je ne sais pas si c'est exactement 30, c'est peut-être 25 ou j'en sais rien, mais voilà. Et que chez Kianéos, c'est 15, ça veut dire qu'il y a quand même un truc qu'on fait correctement. Alors, encore une fois, la typologie des actifs, je pense, joue sur ce turnover. Parce que du coup, attends, juste pour revenir là-dessus, parce que ce sont plus souvent des familles, est-ce qu'il y a un impact par rapport, j'imagine... Je pense que le studio, ça tourne beaucoup. Ouais, le jeune célibataire, j'imagine que c'est l'étudiant ou la personne qui va se mettre en couple, peut-être vouloir déménager. Ouais, alors que je pense que le P3 de 60 mètres carrés, t'as 2 chambres, ça tourne beaucoup moins. Ouais, ok. Voilà. La durée moyenne de vacances sur un turnover, est-ce que tu l'as? Est-ce que tu peux l'estimer? Ça va dépendre beaucoup des villes, parce qu'il y a une grosse problématique dont je ne sais pas si tous les auditeurs le connaissent, mais c'est depuis 4 ans à peu près. Et nous, on a l'impression que c'est venu du sud-ouest de la France, c'est apparu dans le sud-ouest de la France, dans l'Ariège d'ailleurs, est venu les permis de louer. Un permis de louer, c'est quoi? Si tu veux louer un logement, tu dois demander l'autorisation à la mairie. Et la mairie a 1 mois pour venir voir le logement et vérifier qu'il respecte tous les critères de décence, de sécurité, etc. Moi, je trouve ça génial. Je trouve ça top de se dire, ça y est, on prend le sujet à bras-le-corps. La loi Allure permettait ça depuis longtemps. Il y a des mairies qui ont commencé à le faire. Et le sujet étant le mal logement, les logements indécents, etc. Exactement. Ouais. Et après, derrière, ça a fait boule de neige, mais un truc de fou. C'est-à-dire qu'à l'été dernier, juste dans le Vaucluse, il y a 3 nouvelles villes qui ont mis en place le permis de louer. Et moi, j'ai l'impression que, je pense, en France, à horizon 3-4 ans, je pense que 80% des villes auront mis en place le permis de louer. Parce que tu te dis, tu viens vérifier la sécurité. Est-ce que ton installation électrique, elle est nickel? Est-ce que tu as des garde-corps? Des choses comme ça pour éviter que tu aies des enfants qui tombent par la fenêtre, etc. Les problématiques sanitaires. Est-ce que tu as
Pas de problème de ventilation, d'humidité, de moisissure, etc. Alors, il y a des fois, tu as des gens qui font le permis de louer un peu jusque boutiste. Moi, je me rappelle d'un appart, je vous laisse regarder les photos chez Canéo, je pense qu'on fait des chouettes apparts. Et puis, il faut que la porte qui sépare les pièces humides, donc la cuisine et la salle de bain, soit rabotée de 1,5 cm. Et là, le rabot, c'était que 0,8. Et alors, ils nous ont pas mis une réserve. Donc, une réserve sur un permis de louer, c'est t'envoies une photo avec la facture et puis du coup, ils valident. Ils nous ont mis un refus. D'accord. Donc, tu es là, tu dis, bon, bah, c'est rude. Mais alors ça, c'est un problème, un refus. Parce que du coup... un mois de plus. Exactement. Quand tu veux relouer, tu as un mois. Nous, chez Caneos, là-dessus, on a de la chance, c'est qu'il y a des villes, j'en ai une en tête en particulier dans l'Ariège, où la personne qui vient faire les permis de louer, elle dit à mon chargé de location, à ma chargée de location qui s'en occupe, elle dit, moi, je me déplace juste parce que ça me fait plaisir de voir les apparts que vous faites chez Caneos. Donc, elle se déplace rapidement, elle répond rapidement, et ça, c'est vraiment un partenariat. Et nous, d'ailleurs, on a de plus en plus de partenariats avec les villes, parce que j'en profite, je fais une aparté. Maintenant, il y a des villes qui nous appellent pour nous vendre des immeubles pour qu'on les rénove, parce qu'elles sont contentes du boulot qu'on fait. Donc, forcément, c'est donnant-donnant. On leur dit, OK, on vous le rénove. Par contre, sur le permis de louer, soyez cool, soyez réactif, parce que c'est du temps. Mais par contre, quand tu as le refus au bout d'un mois, du coup, tu es reparti pour un mois. Plus la petite semaine où l'artisan, il va venir raboter la porte quand même, parce qu'il faut le faire. Et ça, du coup, tu te dis, tu es un particulier, tu n'es pas expert. J'y reviens. Maintenant, c'est une expertise, c'est du juridique. C'est-à-dire, il faut le savoir, raboter la porte, l'installation électrique, le ci, le ça. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont vendu des immeubles qui nécessitaient travaux. Les immeubles de mauvaise qualité, leur prix est très décoté parce que c'est des propriétaires qui ont les immeubles depuis longtemps. Ils se disent, c'est quoi cette histoire de permis de louer? Allez, c'est compliqué. J'ai essayé de l'avoir une fois, 2 fois, 3 fois. Je connaissais pas bien les règles. Allez, je laisse tomber, je vends mon immeuble. Si ça te prend 2 mois d'avoir ton permis de louer, c'est qu'au bout des 2 mois que tu as le droit de mettre en location et qu'après, il faut chercher le locataire. Même si aujourd'hui, je pense que quasiment toutes les villes de France sont tendues et donc tu arrives à trouver des locataires assez facilement. Au final, si tu perds ne serait-ce qu'un trimestre à chaque fois que tu reloues, c'est énorme. Et que tu dis que tu reloues tous les 3 ans, c'est absolument énorme. Du coup, tu as perdu un trimestre sur... C'est 10% quasiment, enfin un peu moins, 8%. Voilà, tu as perdu un trimestre sur 12 trimestres, donc tu as perdu 8% de rendement. Ouais. Et du coup, encore une fois, j'y reviens, sur ces 8%, il y en a un tiers, un peu plus de 2,3 qui étaient liés à la recherche de locataires, mais tu en as les 2 tiers, donc 4,6, qui étaient liés au permis de louer. Et donc, tu vois, on peut ajouter ces 4,6 à toutes les raisons pour lesquelles, si tu travailles avec un expert qui sait gérer la gestion locative, qui est une agence immobilière, qui connaît la mairie, qui connaît les rouages, etc., à la fin de la vidéo, on devrait mettre la somme de tout ce que j'ai dit sur la gestion locative. Mais oui, mais tu arrives à des chiffres qui sont énormes. De toute façon, frais d'agence, on est à peu près à 5%. Les charges locatives, on a dit quoi? Probablement 12-13%. Pareil, le permis de louer, on reparle de 8%. Enfin, on est déjà à 25%. Et puis, on n'a pas encore commencé à parler de la refacturation à la sortie. Mais alors, tu es un particulier, tu veux refacturer un locataire à la sortie, bon courage. Parce que ça, pareil, il faut, d'un point de vue juridique, un état des lieux. Si juste tu télécharges un état des lieux sur Internet et que tu le remplis à l'arrache, laisse tomber, c'est mort. Tu iras au tribunal, le juge, il va te dire, non mais c'est quoi ce torchon, quoi. C'est-à-dire, un état des lieux, c'est des photos, c'est des justificatifs, d'un point de vue juridique, c'est hyper précis ce que tu dois faire. Et donc après, tu as un locataire qui est sorti, il a dégradé, il faut que tu puisses justifier. Il y a une démarche à faire auprès d'un huissier, puis auprès d'un avocat, pour porter plainte, pour partir au tribunal. Dire, là, tu parles d'une grosse dégradation, on parle pas juste de quelqu'un dont tu pourrais déduire une partie de la caution. Alors voilà, encore une fois, tu loues un appartement à 500 €. Si le mec t'a saccagé la peinture, ça coûte 4 000 € de repeindre. Je te fais pas un dessin. Aujourd'hui, moi, je comprends que le dépôt de garantie était plafonné à 1 mois de loyer. Mais je veux dire, avec 1 mois de loyer, tu fais pas grand-chose. Mais après, en même temps, je pense que c'est comme tout. Les lois, malheureusement, souvent, elles sont faites parce qu'il y a eu de l'abus. C'est-à-dire, il y a des gens, ils disaient, je veux 3 mois de loyer ou je veux 4 mois de loyer. Et puis, ils les prenaient dans tous les cas, et puis derrière, bonne chance pour les récupérer, quoi. Alors, c'est ça, c'est le problème, en fait, c'est que c'est difficile dans les deux sens. C'est-à-dire que le propriétaire, il ne le rend pas. Encore qu'aujourd'hui, je pense que le locataire est plutôt bien défendu. Il va à une association de consommateurs. L'association de consommateurs, si elle commence à pousser un peu le propriétaire, tu as 2 mois pour fournir les justificatifs ou rembourser. Si au bout de 2 mois, tu n'as pas remboursé, derrière, ça risque de te coûter plus cher que le déchet. Ouais, alors après, encore faut-il lancer une action en justice qui prend énormément de temps et de l'argent. Enfin, c'est pas non plus évident. Des deux côtés, c'est compliqué. Ouais. Mais la relation bailleur-locataire, je le répète, elle s'est tendue, mais à l'image de notre société. C'est-à-dire que je pense que dans tous les domaines d'activité, les gens ont tendance à devenir... tu sais, c'est ce qu'on dit toujours, un peu les États-Unis avec 20 ans de retard, donc plus procédurier. Dans ton assurance habitation, tu as l'aide juridictionnelle, donc la J, etc. Et c'est vrai que les gens ont de plus en plus recours à ça. Il faut être costaud côté gestion locative. C'est un métier qui est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Vous avez souvent des cas où ça part au tribunal ou en tout cas en précontentieux? Alors, nous, je pense qu'on a l'image chez Kianéos j'allais dire le bon Saint-Samaritain, mais... Pas du tout. Nous, on veut avoir des bonnes relations avec nos locataires. Mais quand le locataire, il se fout de nous, on est costaud en retour. Un locataire qui ne paye pas, on a un huissier, on a un avocat, on fait des recours, et tout ça, c'est au cordeau, quoi. Alors, je me rappelle un jour, quelqu'un qui me dit « Ah, expulser un locataire, c'est pas très ISR ».
Enfin, tu sais, investissement socialement responsable. Bon, ce en quoi ça tombe bien, on n'a pas le label ISR, donc comme ça on est tranquille. Mais je lui dis, mais attends, moi j'ai 2 clients chez Kenos. J'ai le locataire, mais j'ai l'investisseur. C'est-à-dire, il y a un moment, il y a un locataire, il paye pas, je me dois de faire une procédure pour l'expulser. Mais par contre, c'est là où je le répète, Pierre, il est exceptionnel. Pas plus tard qu'il y a pas longtemps, là, il y a des fois, je me dis, ce mec est fou. Il vient me voir, il me dit, écoute, on a expulsé un locataire, son assistante sociale vient de m'appeler, il dort sous les ponts. Je veux dire, ça peut pas te laisser insensible, quoi. Il me dit, écoute, j'ai discuté pendant, et je le crois, il a dû discuter 1 heure ou 1h30 avec l'assistante sociale, et la nana lui dit, écoutez, le gars a vraiment, il a divorcé, il a été sclérosé, il payait plus son loyer, il savait plus, il était perdu, etc. Mais c'est un mec, il peut avoir des aides, il peut retomber sur ses pattes, enfin voilà, etc. On l'a remis dans l'appart. Ok. Et il paye maintenant? Et il paye. Ok. Il y a 2 étapes là-dedans. C'est-à-dire, il faut le tenter, mais surtout, il faut aller l'expliquer à Jérémy. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, il est venu me voir, il m'a dit ça, quoi. le mec est fou. Ok, rigolo. Donc, effectivement, des cas comme ça arrive. Et effectivement. Bah, après, je te parle de l'anecdote, là. Hein. Oui, bien sûr. Non, mais vous, l'avantage que vous avez. C'est de l'humain, quoi. Ouais, mais l'avantage que vous avez par rapport à ça, c'est que toi, tu peux le prendre stoïquement parce que tout ça est statistique. T'en es arrivé au point où c'est la loi des grands nombres et tu sais que tu as X% d'impayés, Y% de personnes qu'il faut expulser, etc. Et là où c'est très dur, je pense, pour un individu, c'est qu'un individu, il n'a pas 4000 lots. Il a 2, 3 lots, peut-être 4 ou 5, mais pas plus. Et quand il a un impayé, derrière lui, il a son crédit. Et en fait, c'est ça le truc qu'on ne voit pas, c'est que le niveau de tension, il augmente très très vite quand ça t'arrive, quoi. Mais tu sais, les impayés, on en parle beaucoup, mais on en parle beaucoup plus que l'impact financier, puisque là, tout à l'heure, on a dit que la vacance locative, simplement liée au turnover, on a dit 8%. D'accord? Juste ton turnover normal, ça te fait 8% de vacances locatives. Et après, tu peux en avoir un peu plus si tu as du mal à trouver un locataire et tout. Le taux d'impayé en France... 3%? Mais non, mais je vais te dire en calcul simple. Tu sais combien ça coûte, une garantie de loyer impayé? 0,5%? Non, 2,5%. 2,5%? Ah, d'accord, okay, le standard, c'est 2,5%. Okay. Et donc, du coup, on est d'accord, toi et moi, que les assureurs, ils sont pas là pour perdre de l'argent. Bien S'ils sûr. te facturent 2,5% la GLI, c'est que ça leur coûte moins. Ouais, ça leur coûte 1,5 ou 2, etc. Parce qu'il faut payer le courtier. Donc voilà. Ce qui est vrai, c'est que dans le 1,5 ou 2 du réel, le réel de l'impayé va plutôt être à 3, mais ils vont réussir à en récupérer la moitié à l'issue de la procédure. Mais dans tous les cas, on est très loin de la vacance locative. Le problème de l'impayé, c'est que c'est un risque psychologique énorme. Tout le monde a le beau-frère de la belle-mère, du grand-père, du petit-fils, qui avait un investissement locatif. Le mec n'a pas payé, il a détruit le logement, il s'est retrouvé ruiné. Dans l'inconscient collectif, c'est énorme, c'est un drame. Mais dans la réalité financière, l'impayé, c'est peanuts dans ta rentabilité. Donc c'est beaucoup moins que la vacance. Toi, tu recommandes de prendre une garantie loyer impayé, par exemple, quand on est individuel, bailleur individuel? Je recommande que si tu en as 2 d'appart, eh ben, tu prends une GLI parce que tu peux pas supporter de l'accident statistique. Et si par contre, si tu en as 4000, eh ben, tu n'es pas là pour engraisser un assureur. Okay. Enfin, je veux dire, tu t'auto-assures, quoi. Mais oui, tu es là pour aider. Par contre, il faut avoir une équipe. Et nous, on a une personne dédiée chez Kenos au juridique. Parce qu'effectivement, ça prend du temps. Donc, il faut le suivre au cordeau. Hyper intéressant. Dernier élément qu'on voulait aborder aujourd'hui, le sujet des frais d'entretien. Et donc, l'idée étant de parler de frais d'entretien préventifs par rapport à des coûts de réparation une fois qu'on a un peu laissé le problème s'empirer. Bon, j'ai parlé des trucs sur lesquels on s'est planté. Donc, du coup, je peux parler des trucs sur lesquels on s'est pas planté. Et là, du coup, je tire la couverture. Je crois que c'était mon idée. On se lève pas un beau matin en se disant, ouais, génial, je vais faire de la gestion locative. Parce que c'est quand même un métier qui est pas rigolo, qui est dur, sur lequel on gagne vraiment pas beaucoup d'argent. C'est très faible marge. D'ailleurs, nous, on a atteint l'équilibre ce mois-ci. C'est le premier mois où on est à l'équilibre. Donc, t'es pile break-even. Ouais, voilà. Avec tes milliers de lots, t'es pile break-even. Ouais. Parce qu'on est surstaffé, parce qu'on sait qu'on va en gérer beaucoup plus à l'avenir, et parce que, voilà. Donc, du coup, je te fais pas un dessin sur combien ça a coûté les dernières années. J'ai toujours eu, depuis le premier jour dans la tête, de coller à cette activité de gestion locative une activité de dépannage et de maintenance. Dépannage. Pourquoi? Parce qu'on veut avoir de bonnes relations avec nos locataires. Et au début, avant même de créer Kenos, quand j'allais voir la collègue dont je parlais tout à l'heure qui faisait de la gestion locative, je lui dis, dis-moi qui ne paye pas et explique-moi pourquoi elle ne paye pas. Et il y en a un, ça m'a marqué, il me dit, elle a arrêté de payer ce mois-ci parce que ça fait 3 mois que le chauffe-eau est cassé et que le propriétaire ne veut pas changer de chauffe-eau, donc elle n'a plus d'eau chaude. Et je veux dire, moi, j'ai pas d'eau chaude pendant 3 jours, j'arrête de payer mon loyer, quoi. Et je peux te jurer que l'agence, je l'appelle tous les jours et que le propriétaire, je lui dis... Ah bah non, mais plus d'eau chaude, c'est quasiment invivable. Voilà. Moi-même, quand je peux pas me doucher le matin, je suis désagréable. Donc dépannage, c'est de se dire, les artisans, ils sont pas toujours fiables. C'est pas qu'ils sont pas fiables, mais tu vois, le plombier qui est sur un gros chantier, il va pas tout arrêter pour aller changer un chauffe-eau. Le dépannage, c'est le parent pauvre de la rénovation, ça intéresse personne. Tu gagnes pas grand-chose, tu passes du temps, les locataires, ils sont pas toujours là, ils te posent un lapin. Toi, du coup, ta filiale de dépannage, tu as des artisans ou comment ça fonctionne? C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, Kenos, on a 15 zones d'investissement qui recoupent 1 ou 2 départements à peu près, tu peux te dire. Et sur ces zones, on a un maître d'œuvre pour la partie rénovation, on a un chargé de loc pour la partie location, et on est en train de déployer, parce que ça date de 2024, cette histoire, progressivement, une partie des gens qui sont plutôt des plombiers.
Parce que, en fait, les problèmes dans la gestion locative, tu te rends compte que 9 fois sur 10, c'est de l'eau. C'est un dégât des eaux, c'est un chauffe-eau qui est cassé, c'est un robinet qui fuit, c'est des colonnes d'évac qui sont bouchées, etc. Plutôt de la plomberie. D'accord. Et donc ça y est, on les a salariés dans cette activité de dépannage et de maintenance. Donc on les embauche progressivement. Donc toujours dans l'idée de se dire, on fait un métier de proximité, il faut qu'on soit réactif pour un chauffe-eau. Et on n'a pas besoin de la même réactivité pour une ampoule qui a grillé dans les communs. Ou de la VMC qui est bouchée ou des choses comme ça. Ça peut attendre quelques jours. Mais toujours de les avoir proches des immeubles. Ça, c'est le dépannage. Avec l'idée d'avoir de bonnes relations avec nos locataires. La maintenance, ça, c'est vraiment mon gros challenge de l'année 2025. Je veux y arriver partout. Nous, tu le sais, dans nos apparts, on va mettre des interphones, de la VMC, des pompes à chaleur, etc., etc. On va refaire les cuisines, refaire les salles de bain. Mais après, l'idée, c'est que cette rénovation, elle dure le plus longtemps possible. Donc, il faut que ce fameux plombier qui sait aussi faire un peu de bricolage, il puisse rentrer dans tous les appartements chaque année pour faire l'entretien de la pompe à chaleur. Peut-être que dans tous les immeubles, une fois par an, il va faire un hydrocurage. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu es en train de t'économiser le dégât des eaux de demain. Tu es en train de t'économiser le bouchon. C'est-à-dire que tu fais un passage caméra, tu vois qu'il y a un bouchon qui se forme, et bah, du coup, tu le casses avant qu'il ait pris la totalité de la colonne d'évac, et qu'après, je te fais pas un dessin, tu as des remontées d'évacuation d'eau usée. Ça fait plaisir à personne. Le locataire, il va appeler l'agence de gestion locative. Voilà. Et puis, ça coûte de l'argent. La réparation, c'est charge propriétaire. Alors que l'entretien, la maintenance, c'est charge locataire. Je te prends un exemple. Tu passes et tu vois que les joints de douche sont poreux. D'accord ? Ils sont mal entretenus par le locataire. C'est charge locataire, l'entretien des joints de douche. Et donc, du coup, si tu refais pas le joint de douche, et bah, du coup, tu as de l'eau qui va s'infiltrer en dessous du bac à douche. Et puis, du coup, elle va tomber sur le carrelage. Elle va passer entre les joints du carrelage. Elle va passer sur le plancher. Peut-être qu'il y a un plancher bois. Le plancher va pourrir. Il y a peut-être un chevron. C'est une petite poutre, un chevron. Une fois que tout ça a pourri, l'eau va arriver jusqu'au faux plafond du dessous. Et quand tu vois le faux plafond du dessous, la réparation, c'est quoi ? Je dépose la paroi de douche. Je dépose le bac à douche. Je dépose le carrelage. Je dépose le plancher. J'enlève le chevron. Je remets un chevron. Je remets de l'OSB. Je remets le carrelage. Je remets le bac à douche. Je remets la paroi de douche. Je te fais pas un dessin si je te dis que ça coûte moins cher de faire l'entretien des joints que de faire tout ce que je viens de te dire. Si tu es capable d'anticiper les problèmes plutôt que de les subir, mais je veux dire, tu gagnes de l'argent de fou. Et là, c'est rarissime, mais tu arrives à aligner ton intérêt propriétaire-locataire. Parce que du coup, les coûts de réparation, bah, tu les as pas. Mais par contre, tu as des coûts de maintenance. Mais le locataire, il est content d'avoir ses coûts de maintenance parce que tu es en train de lui dire bah, je t'entretiens ta pompe à chaleur pour qu'elle marche bien tout l'hiver. Et je t'entretiens ta ventilation pour avoir une bonne qualité de l'air intérieur. J'entretiens ta colonne d'évac pour pas que tu aies un dégât des eaux demain. Je sais que mes locataires vont jamais m'appeler pour me dire aujourd'hui, on est le 12 mars, j'ai pas de dégâts des eaux, merci monsieur. Ouais. Mais par contre, c'est quand même un ressenti, et je le répète, qui se traduit dans nos chiffres. Et ça, c'est intéressant parce que tu vois, j'ai l'impression que c'est exactement comme le sujet de la médecine préventive, en fait, ce que tu décris. C'est voilà, de se dire si vous mangez pas trop gras, pas trop sucré, pas trop salé, que vous faites du sport, etc., vous allez réduire les risques de diabète. Enfin bref, on connaît tous le truc. Mais en fin de compte, sur la médecine, ce qu'on voit toujours, c'est que c'est beaucoup plus facile pour un patient de venir quand il a une crise aiguë que quand il a absolument rien et que le médecin lui dit juste bah, c'est très bien, continuez à courir, continuez à faire machin. Et donc la question que je me pose par rapport à ça, c'est est-ce que, on parlait tu vois, tout à l'heure de la minimisation des charges, notamment par rapport au loyer charges comprises, tu proposais des solutions pour aller réduire finalement le loyer charges comprises via la réduction des charges. Là, ce que tu décris, c'est un peu l'inverse. Tu viens augmenter potentiellement les charges récurrentes, mais en se disant que ça génère moins de charges par à-coup quand il y a des problèmes. J'ai du mal à comprendre parce que finalement, c'est presque antithétique ce que tu nous décris avec ce que tu disais avant. Donc, comment tu réconcilies ces deux problèmes ? Tu as tout à fait raison. Mais du coup, là, il y a deux choses. C'est comme je le disais tout à l'heure, c'est un calcul mathématique, c'est-à-dire combien ça te coûte par rapport à combien ça te rapporte. Et donc, effectivement, nous, ce qu'on pense, c'est que ta pompe à chaleur, chez nous, on en pose beaucoup, ça ne nous coûte pas cher, mais ça te coûte 2 500 €. Si sa durée de vie, elle est de 5 ans au lieu d'être de 10 ans, ou si elle est 10 ans au lieu d'être de 20 ans, et bah, du coup, tu vois, c'est des calculs. Et si tu fais le même calcul sur ta pompe à chaleur, sur ta salle de bain, parce qu'elle ne subit pas le dégât des eaux, etc., et bah, en fait, tu te rends compte que ça peut être malin. La deuxième chose, c'est que l'entretien d'une pompe à chaleur, tu peux dire dans le bail que c'est obligatoire, mais alors ça, pareil, peu de gens le sachent, tu n'as pas le droit de le provisionner dans les charges. D'accord. Okay. C'est interdit. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas le droit d'imposer au locataire la personne qui va faire l'entretien de ta chaudière gaz ou de ta pompe à chaleur. Lui, ce que tu peux lui imposer, c'est qu'il te donne un justificatif d'entretien. Et s'il t'a pas donné le justificatif d'entretien tous les ans, à la sortie, tu peux lui dire que si elle est dégradée, c'est à sa charge. D'accord, ok, ça je savais pas. Mais donc du coup, un entretien de pompe à chaleur, c'est comme un entretien de chaudière. Tu n'as pas le droit de le mettre dans les provisions sur charge. D'accord, ok. Mais par contre, c'est obligatoire pour le locataire de le faire. Donc en fait, si je comprends bien, toi, dans ce que tu décris, pour tes locataires, tu leur dis, écoutez, vous avez l'obligation de le faire. Je vous propose de le faire par la société de dépannage qu'on gère. Et on le fait beaucoup moins cher. D'accord, ok. Parce qu'on en fait beaucoup. D'accord, ok. Je comprends. Écoute, Jérémy, merci beaucoup pour cette vidéo qui était encore une fois hyper riche. Il y a plein de choses à dire sur la gestion locative. C'était effectivement. C'est infini en fin de compte. Hein. C'est beaucoup plus vaste que ce qu'on imagine. Ouais, et je pense que on en revient. C'est un peu, je pense, la thématique des 3 vidéos qu'on a pu faire ensemble. C'est que acheter un bien immobilier, ça paraît facile sur le papier pour tout le monde. On se dit, en fait, je vais acheter un appart, je veux dire, un idiot pourrait le faire, c'est ce qu'on se dit tous en tout cas.
Et en fin de compte, ce qu'on découvre, c'est qu'il y a des complexités et des nuances à la fois réglementaires, mais également juridiques, qui sont finalement très compliquées. Et je le répète, pour les investisseurs qui, en voyant cette vidéo, se disent finalement « Oula, quelle galère !» Bon, premièrement, peut-être qu'un jour, Jérémy pourra faire la gestion locative pour vos biens, et tu seras le premier à venir nous le dire si c'est le cas. Et deuxième option, évidemment, sur un revenu beaucoup plus passif pour le coup, la SCPI, et notamment les SCPI que tu gères, Kianéos Pierre, les Kianéos de Normandie, donc la série des SCPI fiscales sur la loi de rénovation énergétique dite de Normandie. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de vous dire que vous allez investir dans des biens qui sont gérés par un expert absolu comme Jérémy, d'ailleurs même pas comme Jérémy, par Jérémy lui-même et ses équipes, eh bien contactez un conseiller Louvainvest pour parler de ces SCPI. Merci beaucoup Jérémy pour cet entretien. Merci à toi Clément.